Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de la série Dialogue et étincelles, un élément de la campagne Provoquer des étincelles de la Fondation Fidaction. Mon nom est Elvira Trullia. Je suis responsable des communications et productrice web pour la Fondation Fidaction. Et dans quelques minutes, je présenterai la conférencière d'aujourd'hui, Wydia Larivière. Wydia vous parlera du mouvement I Don't Know More et le rôle des nombreuses jeunes femmes dans le mouvement. Si vous avez déjà participé à un webinaire de Fidaction, nous sommes heureuses de vous recevoir encore une fois. Et pour celles qui se joignent à nous pour la première fois, j'aimerais vous donner quelques informations sur la Fondation Fidaction avant de passer la parole à Wydia. Alors, la Fondation Fidaction est basée à Montréal. Nous sommes un organisme sans but lucratif de portée nationale qui travaille à renforcer le pouvoir d'agir des filles. Effectivement, nous travaillons en collaboration avec près de 300 partenaires et ces partenaires coordonnent des programmes pour filles dans leur communauté partout au Canada. Et nos activités comptent, entre autres, des programmes de leadership, des activités de réseautage et plusieurs autres projets pour les filles, pour les jeunes femmes et pour les organisatrices des programmes pour filles. Et dans une année, nous atteignons environ 60 000 filles et jeunes femmes provenant de communautés nordiques, rurales et urbaines dans tout le pays. Comme mentionné, ce webinaire est présenté dans le contexte de Provoquer des étincelles, une campagne nationale dont le but est de mobiliser des femmes inspirantes, ce qu'on appelle des étincelles. Et dans cette campagne, il y a plusieurs éléments, parmi lesquels cette série de webinaires. Et on a invité Wydia à présenter le webinaire parce qu'effectivement, on la trouve comme femme inspirante, on la trouve comme étincelle. Alors, j'inviterai Wydia à prendre la parole sous peu, mais je vais d'abord vous présenter le déroulement du webinaire d'aujourd'hui. Alors, sur votre écran, vous verrez une série de diapositives qui changeront tout au long de la présentation. Vous avez accès à plusieurs panneaux d'information à droite de votre écran et chaque encadré a son propre titre et logo. Et ça, c'est situé dans le menu à droite de l'écran. Vous allez voir les panneaux chat ou bien ce que la plateforme appelle la messagerie instantanée et celui devrait être ouvert déjà sur votre écran. Je vous invite à utiliser ce panneau pour communiquer avec moi si vous avez des difficultés techniques pendant la présentation et bien sûr que je ferai mon mieux pour vous aider à régler le problème. Et pour m'envoyer un message, tout simplement sélectionnez mon nom dans le menu déroulant et faites envoyer le message. On va aussi utiliser une autre encadré pendant la présentation, c'est celui qui s'appelle questions-réponses. Et ça, on va l'utiliser pendant la période de questions-réponses. Et celui, vous devez aussi le voir déjà ouvert sur votre écran. Et je vous invite d'utiliser ce panneau pour envoyer vos questions au sujet de la présentation d'aujourd'hui. Et la session de questions-réponses va commencer tout de suite après la présentation de Wydia. Et j'aimerais juste vous dire que, comme animatrice de ce webinaire, je lirai les questions à Wydia pendant cette période-là. J'aimerais aussi que vous sachiez que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et la période de questions incluse. Et cet enregistrement sera disponible en ligne dans les prochaines semaines. J'enverrai un lien vers cet enregistrement à tous les participants inscrits aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien maintenant vous présenter Wydia. Je vais juste dire quelques mots à propos de Wydia. Wydia a un diplôme en études internationales et langues modernes de l'Université Laval à Québec.
et un autre diplôme en immigration et relations interethniques de l'Université de Québec à Montréal. Après s'être impliquée dans plusieurs groupes et initiatives jeunesse autochtones, elle occupe maintenant le poste de coordinatrice jeunesse au sein de l'organisme Femmes autochtones du Québec à Montréal. Provenant de culture algonquine et québécoise, Wydia croit en l'urgence d'établir des meilleures relations entre autochtones et allochtones. Elle est jeune leader de réconciliation pour le projet de réconciliation des peuples autochtones 2012-2013 et sur une note qui est actuelle, elle est la cofondatrice de la branche québécoise de Idle No More. Alors, maintenant, la parole est à Wydia. Wydia, bienvenue au webinaire. Merci. Bonjour tout le monde. Merci à la Fondation Filles d'Action de me permettre de faire cette... oui, je ne sais pas si le monde m'a entendu jusqu'à maintenant, je vais recommencer. Donc, bonjour tout le monde. Merci à la Fondation Filles d'Action de m'avoir invité à présenter ce webinaire, puis que ce soit en fait accessible à tout le monde à travers le Québec, le Canada ou même ailleurs. C'est vraiment génial. Puis, c'est ça, aujourd'hui, j'ai été invitée à parler du mouvement Idle No More, mais souvent des particularités de ce mouvement-là qui intriguent les gens, c'est premièrement, la place que les femmes, la place centrale qu'occupent les femmes dans le mouvement, puis aussi le fait que ça renforce le dialogue entre autochtones puis non autochtones. Puis, c'est ça, je me présente comme Élie Radu, je travaille chez Femmes autochtones du Québec. C'est sûr qu'on travaille à renforcer justement le pouvoir des femmes, puis aussi, c'est important pour nous aussi de sensibiliser la population aux questions autochtones. Donc, ce que je vous propose, attends, je vais juste changer. Parfait. Ce que je vous propose, en fait, c'est, je sais qu'il y a un auditoire qui est non autochtone, qui n'est pas nécessairement familier avec les questions autochtones. Donc, je vais vous faire un contexte socio-historique des peuples autochtones, donc un portrait démographique assez rapide. Je vais parler aussi des politiques d'assimilation qui ont affecté les peuples autochtones au Canada, puis pourquoi c'est important d'en parler, puis pourquoi c'est important que je vous en parle, puis aussi, très rapidement, c'est quoi les enjeux, les défis des peuples autochtones en général, pour ensuite enchaîner sur le mouvement Idle No More. Qu'est-ce que le mouvement? Pourquoi est-ce que c'est les femmes qui sont au front du mouvement? Puis comment qu'on engendre le dialogue entre autochtones et non-autochtones à travers le mouvement. Puis finalement, pour terminer sur comment que vous pouvez appuyer la cause, puis comment est-ce que vous pouvez vous impliquer, puis pour ensuite passer à la période de questions. Et puis, je vais juste interrompre une minute pour vous dire qu'il y a un sondage qui va apparaître sur l'écran de temps en temps et on vous invite à répondre à des questions que vous voyez sur votre écran. Ça va permettre Wydia de savoir un peu plus à propos des participants. Voyons que c'est une salle virtuelle. Et présentement, il y a 2 questions qui sont affichées sur l'écran. Alors, je vous invite à prendre quelques minutes, une minute de répondre à ces questions-là. Donc, merci. Donc, c'est ça, vous êtes invité à répondre aux questions qui se trouvent à la droite de sondage. Donc, je vais passer. Bon, j'aime pas nécessairement ce tableau-là, mais en tout cas, je l'utilise quand même. Ça vient de Statistique Canada. C'est pour montrer que le gouvernement nous classe en fait 3 grandes catégories. Bon, c'est écrit Indiens de l'Amérique du Nord. J'aime pas vraiment ce terme-là. Je me dirais plus les Premières Nations. On consiste 60% de la population autochtone au Canada. Il y a 33% de métis. Métis, c'est pas nécessairement les gens qui sont nés d'un parent autochtone puis d'un parent non autochtone. C'est vraiment une nation autochtone en soi, une ethnogénèse qu'on appelle, donc le peuple cri puis le peuple français qui se sont mélangés puis qui sont devenus une nation puis qui parlent aussi une langue créole aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une nation en soi. C'est pas nécessairement les personnes métissées.
Puis, il y a les Inuits, 4%, qui consistent à 4% de la population autochtone aussi au Canada. Puis, il y a d'autres identités autochtones qui consistent 3% de la population. Ça peut être soit des autochtones de d'autres pays, ou, etc. Il y a actuellement 1 million, un peu plus d'1 million d'Autochtones au Canada. Ça, c'est selon les statistiques de l'UNICEF de Statistique Canada, ce qui consiste en 4% de la population au Canada. Puis au Québec, un peu plus de 100 000, ce qui est un peu plus de 1% de la population du Québec, ce qui est très peu en fait. Puis il y a environ 70% des Autochtones qui vivent dans les communautés, puis communément appelées des réserves, mais qu'on préfère appeler les communautés. Puis 30% qui vivent dans les villes hors des communautés. Donc, pas tous les Autochtones vivent sur les communautés. Il y a présentement un autre sondage qui est sur l'écran. Je ne sais pas si, Lydia, est-ce que tu vois les résultats du premier sondage être affichés Oui, sur l'écran? Je pense que tu devrais le voir. Oui, je le vois. Donc, vous pouvez répondre à la question, puis à la fin, complètement, je vous dirai c'est quoi le pourcentage exact qui n'est pas indiqué sur la prochaine oui, diapositive. Donc, en tout cas, je sais pas donc, l'estimation de la population autochtone, cité de la jeunesse autochtone, représentation des 0 à 24 ans au Québec dans les communautés, c'est de 47%, puis de 29% hors des communautés. Puis l'âge moyen de la population autochtone, en fait, est de 25 ans, comparativement à l'âge moyen de la population non autochtone, qui est d'environ 38 ans. Donc, on peut voir que c'est une population très jeune comparativement à la population non autochtone. Donc, c'est important aussi de beaucoup miser sur la jeunesse autochtone pour ce qui est de l'avenir des peuples autochtones. Donc, juste les faits saillants du portrait démographique, c'est important de savoir qu'on est plus d'1 million. On a franchi la barre du million au Canada. La moitié de la population autochtone est composée d'enfants et de jeunes, comparativement à 31% dans la population non autochtone. Donc, il y a vraiment une grosse différence. Puis, la population autochtone est de plus en plus urbanisée. Donc, c'est important de ne pas penser que les Autochtones habitent tous dans les communautés. Je savais pas si la plupart de l'auditoire viendrait du Québec, donc j'ai préféré montrer une carte, en fait, de toute l'Amérique du Nord. C'est juste pour démontrer la diversité des nations autochtones. Donc, ça, c'est des différentes familles linguistiques à travers le Canada. C'est très large, là, même à l'intérieur des familles linguistiques. Il y a plusieurs nations, mais vraiment le but de cette carte, c'est de vous montrer la diversité des nations autochtones, des familles linguistiques, puis que c'est pas nécessairement les frontières. En fait, vous voyez qu'il y a des familles linguistiques qui se trouvent dans plus d'une province différente ou même plus d'un pays différent. Donc, c'est pas, on a souvent été séparés par des frontières qui ont été posées avec la colonisation. Donc, c'est vraiment important de connaître cette diversité-là, puis que le mot autochtone, c'est vraiment un terme très général. Puis que même, c'est ça, je pense qu'au Canada, il y a une 50aine de nations autochtones, puis au Québec, il y a 11 nations autochtones différentes, avec chacune une culture et une langue différentes. Ce qui est important de savoir aussi, c'est les politiques d'assignation qui ont marqué la vie des peuples autochtones. Il y en a plus que deux, mais j'ai décidé de vous parler des deux plus importantes selon moi. Il y a premièrement la loi sur les Indiens. Puis aussi, je pense que c'est important de parler des pensionnats indiens
d'autant plus qu'à Montréal, dès demain, il va y avoir la commission Vérité et Réconciliation, justement, qui va mettre lumière sur ce qui s'est passé justement dans les pensionnats indiens. La loi sur les Indiens, c'est une loi qui régit la vie de tous les jours des Autochtones. Donc, c'est une loi qui a été créée en 1876 par le gouvernement fédéral, puis qui gère, premièrement, le statut indien, qui est autochtone ou non, qui peut le transmettre à qui, le degré de pureté du sang selon le statut qu'on a, si on a le droit de rester dans la communauté ou non, comment l'argent est géré dans les communautés, les testaments, les successions. Ça, c'est tout le ministre des Affaires autochtones qui s'occupe de ça. C'est aussi ce qui est de l'éducation. Donc, vraiment, c'est même les codes de citoyenneté, mais appliqués spécifiquement pour les Autochtones qui habitent au Canada. Puis, selon cette loi-là, les Autochtones sont mineurs, donc sont considérés 17 ans au moins. Donc, c'est pour ça, notamment, qu'ils n'ont pas nécessairement le droit de propriété sur réserve ou, en tout cas, sinon, c'est un processus très compliqué. Mais bref, c'est une loi qui paternaliste, colonialiste, qui contrôle plusieurs aspects de notre vie. Des raisons pour lesquelles je considère que c'est de l'assimilation, c'est justement par la mise en tutelle des Autochtones par le gouvernement. Ça a créé des réserves qui ont favorisé la sédentarisation, compte tenu que la plupart des peuples autochtones, par exemple, qui habitaient au Québec, étaient des nomades, des peuples nomades ou semi-nomades. Puis aussi par l'émancipation, puis la perte de statut, même avant les années 50, un Autochtone qui voulait aller à l'université, engager un avocat, qui voulait voter, etc., perdait son statut d'Autochtone, puis ne pouvait pas rester dans sa communauté. Donc, c'est vraiment l'objectif clair de la loi des Indiens, c'était vraiment d'assimiler les Autochtones. Il y a aussi les pensionnats qui ont été instaurés au Canada en 1892. Puis le but très clair, c'était d'évangéliser et assimiler progressivement les peuples autochtones. C'est des enfants entre 5 et 17 ans qui ont fréquenté ces écoles-là, puis environ 150 000 enfants au total qui ont fréquenté. Le dernier pensionnat fermé en 1996, soit dit en passant, donc c'est vraiment très récent. La plupart ont fermé dans les années 80. Donc, c'est très récent, puis les impacts se font encore sentir aujourd'hui. Par exemple, ceux dont les grands-parents sont allés dans les pensionnats, souvent ne parlent plus la langue autochtone, n'ont pas pu la transmettre à leurs enfants et petits-enfants. Donc, c'est vraiment des impacts au niveau culturel, mais aussi au niveau santé mentale avec tout. Il y a beaucoup d'histoires d'horreurs qui se sont passées dans les pensionnats, des sévices physiques, des abus sexuels, etc. Donc, ça a aussi beaucoup d'impact sur la santé mentale, les compétences parentales. Puis, c'est ça, les impacts se font encore sentir aujourd'hui. Puis, ceux qui sont à Montréal, demain, du 24 au 27 avril, va avoir lieu la commission Vérité et Réconciliation, où est-ce qu'il y a des survivants des pensionnats indiens qui vont témoigner, puis il va y avoir plusieurs activités de sensibilisation puis d'éducation, de réconciliation sur les peuples autochtones durant cet événement-là. C'est ouvert à tous, ceux qui sont intéressés à y participer. C'est juste une petite photo pour vous montrer un exemple de quand l'enfant arrivait dans le pensionnat, puis ensuite comment qu'on essayait de de le rendre comme un bon citoyen canadien normal, entre guillemets. Donc, les cheveux coupés, tous les vêtements traditionnels brûlés qu'il n'avait plus le droit de porter. Donc, il y a beaucoup de photos comme ça que vous pouvez trouver sur Internet qui montrent aussi l'ampleur des conséquences. Donc, en général, je vais vous parler des enjeux, des défis des peuples autochtones avant de passer sur le thème du mouvement I Don't Know More. Donc, premièrement, la guérison. Comme on a vu, les pensionnats autochtones
la loi sur les Indiens, etc., ont eu plusieurs impacts sur les peuples autochtones qui se font encore ressentir aujourd'hui à travers les générations. Donc, je pense que le thème la guérison, le mieux-être et le bien-être des communautés, c'est vraiment un défi en soi pour nous. Aussi de le faire selon notre vision, nos traditions, puis nos valeurs. Les revendications, tout ce qui est revendications territoriales, autonomie gouvernementale. Pour ce qui est du Québec, par exemple, on n'a pas de traités historiques, là, les traités numérotés, donc on n'a pas officiellement cédé nos terres. Donc c'est vraiment une question très importante qui est encore à régler au Québec particulièrement. Réconciliation, parce qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances de la part des non-autochtones envers les peuples autochtones. Il y a encore beaucoup de racisme et de préjugés. Donc, le thème de la réconciliation, c'est un défi important aussi. Sauvegarde de la culture, les pensionnats indiens, les tentatives d'assimilation du gouvernement font en sorte qu'on est en train de perdre notre culture, nos langues, puis que c'est important qu'on trouve des moyens de sauvegarder nos langues puis nos cultures autochtones, puis souvent avec le rouleau compresseur culturel non autochtone qui arrive, puis toutes les tentatives d'assimilation, c'est quand même un assez gros défi aussi. Donc, c'est des exemples d'enjeux qui nous touchent, des défis particuliers aux peuples autochtones. Puis, je pense que c'est important de les mentionner aussi parce que avant I Don't Know More, on vivait ces enjeux et défis-là aussi. Donc, il y avait des gens déjà qui luttaient pour le mieux-être des peuples autochtones, l'autodétermination des peuples autochtones. Puis, I Don't Know More, si un jour perd son étiquette I Don't Know More, je dirais, I Don't Know More, c'est un nom de mouvement, mais c'est sûr qu'après aussi, les gens vont continuer. Tant qu'il va y avoir ces défis-là, il va toujours avoir des gens qui vont lutter pour le mieux-être puis l'autodétermination de leur peuple. Pour ce qui est de I Don't Know More, plus particulièrement, en fait, c'est un mouvement qui a commencé, c'est un mouvement de protestation autochtone pan-canadien parce que ça a pris de l'ampleur à travers le Canada. C'est un aspect particulier au mouvement. Donc, ça a commencé à l'automne dernier par 4 femmes de la Saskatchewan, donc des femmes autochtones et non autochtones, qui étaient particulièrement inquiètes face au projet de loi mise de l'avant par le gouvernement Harper. Par exemple, C-38 qui est passé en juin dernier, puis C-45 qui vient de passer en décembre dernier. Donc, ces lois-là vont avoir des impacts importants, des impacts sociaux et environnementaux importants sur les peuples autochtones et leur territoire. Je vous n'aimerais pas la liste des impacts parce qu'il y en a vraiment une multitude, mais un exemple d'impact, c'est par exemple la protection de presque la totalité des lacs et des rivières au Canada, ce qui va mettre en péril encore plus l'accès à l'eau potable pour les peuples autochtones. Puis, compte tenu que déjà pour les Autochtones, il y a une communauté sur 5 qui a difficilement accès à l'eau potable, puis que là, l'accès à l'eau potable soit encore davantage en péril. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on dénonce. Ça vient aussi mettre en péril la démocratie dans les communautés. Par exemple, pour la vente de terres dans les réserves, on n'aura plus besoin de faire un référendum avec participation d'au moins 50 de la population. Non. Maintenant, ça va seulement prendre l'accord de quelques membres du Conseil de vente puis le ministre des Affaires indiennes. Donc, ça vient mettre en péril la démocratie dans les communautés, mais aussi en général parce que même les députés de l'opposition se sont plaints qu'il n'y avait pas eu assez de temps d'analyser ces lois-là puis leurs impacts que ça va avoir sur la population en général. Donc, c'est vraiment antidémocratique. Puis, ce qu'on dénonce au-delà de ces impacts-là, c'est justement le manque de consultation. En fait, il n'y a eu aucune consultation réelle des peuples autochtones avant de passer ces lois-là. Puis, selon l'article 35 de la Constitution canadienne, le gouvernement aurait dû consulter les peuples autochtones.
Puis, en fait, un incident qui représente très bien le refus de discussion de la part du gouvernement. Donc, l'attitude paternaliste et colonialiste du gouvernement envers les peuples autochtones, c'est en fait en décembre dernier quand les chefs ont voulu accéder à la Chambre des communes pour parler de leurs préoccupations face à C-45, pendant que les députés étaient en train de débattre et de voter pour la loi, puis ont été expulsés, en fait, de la Chambre des communes. Donc, c'est très représentatif, selon moi. Puis aussi, la chef Teresa Spence, dont vous avez sûrement vu dans les nouvelles aussi, qui avait entamé une grève de la faim, puis qui s'était aussi greffée au mouvement pour dénoncer les conditions de vie tiers-mondistes au sein des communautés autochtones, puis aussi le fait que en passant ces lois-là, le gouvernement Harper ne respecte pas les traités qu'il a signés avec les peuples autochtones au Canada. Le 10 décembre, en fait, ça a été la première vague d'action pan-canadienne I Don't Know More, donc des manifestations simultanées à travers le Canada suite à l'appel à l'action des 4 initiatrices du mouvement. Il y a eu le 21 décembre 2012, donc la première vague d'action pan-québécoise. Donc, il y a eu des manifestations à Montréal, à Québec, Val-d'Or, Sept-Îles, puis d'autres, des communautés autochtones aussi à travers le Québec. Donc, c'est vraiment, au Québec, c'est plus tout le temps en décembre que ça a commencé. C'est justement pour ça qu'on avait créé aussi la page Facebook et le Twitter bilingue pour aussi de rejoindre les francophones du Québec, parce qu'il y a beaucoup d'Autochtones qui ne parlent pas nécessairement anglais, qui parlent leur langue autochtone et le français. C'est ça. Puis, en fait, il y a eu plusieurs d'autres actions à travers le Québec, à travers le Canada, même aux États-Unis, puis dans d'autres pays. Donc, ça, des manifestations, des flash mobs de round dance, donc des danses traditionnelles autochtones. Il y a eu des ateliers de sensibilisation, des blocus de route. Donc, il y a vraiment une diversité d'actions. C'est pas nécessairement juste des manifestations. Puis, ça, il y a des appels à l'action durant lesquels on agit tous en même temps, mais aussi des actions plus spontanées, ponctuelles. Ce qui est particulier au mouvement, c'est vraiment le fait que ce soit des femmes qui soient au front. Ça a été initié par des femmes autochtones, donc des femmes de la Saskatchewan qui ont initié le mouvement, puis aussi à travers le Canada, souvent ce qu'ils appellent les leaders provinciaux ou les représentants provinciaux, c'est des femmes. Donc souvent, c'est des femmes qui ont réagi vraiment très vite. Puis la raison pour laquelle je pense qu'il y a autant de femmes qui s'impliquent, bien, premièrement, être une femme puis être autochtone, ça veut dire être doublement discriminée. Fait que je ne sais pas si peut-être à cause de cet aspect-là, on ressent plus urgemment l'urgence. C'est ça, on ressent plus l'urgence d'agir, de se battre pour nos droits. En fait, les femmes aussi militent depuis des années. Avant même I Don't Know More, les femmes étaient très impliquées dans des luttes militantes. Justement, avec Femmes autochtones du Québec puis les Femmes autochtones du Canada, il y a eu plusieurs luttes. Ça a été créé à cause des luttes juridiques par les femmes autochtones qui dénonçaient des articles discriminatoires et sexistes de la loi sur les Indiens envers les femmes. Donc, ça fait déjà plusieurs années que les femmes sont impliquées dans des luttes militantes. Quand on pense aussi, par exemple, à la marche des femmes Innu contre le Plan Nord l'an passé, ça a été initié par les femmes autochtones. Les personnes qui ont été arrêtées durant le blocus, la plupart c'était des femmes. Donc, c'est souvent les femmes qui vont s'impliquer dans les luttes militantes, même en dehors d'I Don't Know More. Donc, ce n'est pas seulement dans I Don't Know More. Je pense aussi que les femmes ils ont une sensibilité qui leur est propre par rapport à la protection de la terre-mère, comme on dit, donc de la terre. Et souvent, elles vont se définir comme étant gardiennes de la terre. On va dire que violer la terre, c'est violer les femmes. Puis c'est
pas, c'est pas nécessairement symbolique, c'est au-delà d'être symbolique, c'est aussi très concret. Souvent, par exemple, je prends l'exemple de la Côte-Nord, le développement de la Romaine, souvent ça a augmenté le taux d'abus sexuels puis de prostitution dans cette région-là à cause de ces projets-là. Donc, c'est vraiment, ça a des impacts très directs sur les femmes. Donc, puis aussi, les femmes tiennent beaucoup aux principes autochtones qu'il faut penser aux 7 prochaines générations. Puis, souvent, c'est les femmes qui portent les enfants. Donc, ils ont une sensibilité, je pense, qu'ils n'auraient pas par rapport à la progéniture et les futures générations. Puis, une autre raison aussi, c'est, je pense, qu'à travers le mouvement, elles peuvent prendre parole en ce moment dans le système des conseils de bande, puis l'Assemblée des chefs, qui est, soit dit en passant, une création du gouvernement fédéral. Donc, c'est pas un système qui représente les peuples autochtones, puis encore moins les femmes autochtones. Donc, c'est un système dans lequel les hommes sont surreprésentés, puis dans lequel la voix des femmes n'est pas écoutée. Donc, c'est vraiment à travers ce type d'action-là, puis le mouvement Aide en moi, qu'elles peuvent prendre parole, puis faire entendre leur voix, puis leurs préoccupations. Donc, c'est vraiment de reprendre le pouvoir qu'elles ont perdu avec la colonisation, puis le patriarcat qui est venu avec, parce que traditionnellement, les femmes avaient quand même un pouvoir important dans les communautés autochtones. Elles étaient écoutées, puis même pour certaines nations autochtones, c'est les femmes qui avaient le dernier mot. Donc, c'est vraiment de reprendre le pouvoir traditionnel qu'elles avaient là, dans l'espace décisionnel sur les enjeux qui touchent les peuples autochtones. Donc, oui, c'est juste pour montrer un exemple de photo, pour montrer que les femmes, en général, sont très militantes. À la gauche, vous voyez le groupe Odaya, donc des jeunes femmes autochtones qui ont décidé de prendre le tambour pour reprendre contact avec leur culture autochtone. À la droite, vous voyez, en haut à droite, c'est Hélène Gabriel durant la crise d'Oka. Donc, elle avait eu un rôle important dans les négociations durant la crise d'Oka. En bas à gauche, c'est donc la marche des femmes Innu contre le plan Nord l'an dernier. Puis vous voyez en bas à droite Mary Tuax Early, une des membres fondatrices de Femmes autochtones du Québec, qui dénonçait les discriminations de la loi sur les Indiens envers les femmes. Un aspect important du mouvement Aide No More, c'est vraiment de combattre le racisme à travers l'éducation et la sensibilisation. Donc, Aide No More, c'est pas seulement des manifestations, c'est vraiment sur le terrain, on s'est rendu compte que c'est aussi à travers l'éducation et la sensibilisation qu'on allait changer les choses. Souvent aussi, les gens ne comprennent pas les revendications, la situation des peuples autochtones. Donc, c'est important de prendre le temps d'expliquer ça. Puis, c'est ça, à travers aussi des activités diverses. C'est pas nécessairement des conférences ou des présentations. Là. Ça va être aussi à travers des ateliers. Par exemple, à la gauche, on voit un atelier de perlage, donc des ateliers d'artisanat. À gauche, on voit un atelier dans une école. En bas à droite, on voit il y avait un chapoutoine qui était monté. C'était pas nécessairement dans le cadre d'Aide No More, mais on voit un chapoutoine qui avait été monté à l'Université de Montréal. Donc, les gens étaient invités à aller dans le chapoutoine puis échanger sur divers sujets avec les peuples autochtones. Puis c'est vraiment de prendre le temps sur le terrain d'établir ce dialogue-là qu'on considère qui est aussi important que de manifester puis faire entendre son message. Puis parce que souvent, les gens voient les manifestations, ils ne seront pas nécessairement d'accord, mais quand que sur place, on explique vraiment la situation, finalement, les gens, la mentalité des gens change un peu. Donc, c'est vraiment un pas à pas qu'on va réussir à aussi là, sur le terrain changer des choses à travers l'éducation puis la sensibilisation. C'est vraiment un aspect très important de Aide No More. Puis d'ailleurs, c'est commencé comme ça par des femmes qui ont animé des ateliers qui expliquaient les impacts des projets de loi C-38 et C-45. Donc, ça a commencé à travers l'éducation et la sensibilisation. Souvent, les gens me demandent comment on peut appuyer
le mouvement, comment qu'on peut s'impliquer. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Premièrement, le bouche-à-oreille. Je dirais pas la bonne nouvelle par le bouche-à-oreille. En fait, si vous participez à des activités de sensibilisation sur les peuples autochtones, que vous avez eu une belle expérience avec ça, mais souvent, d'en parler à votre entourage, si vous entendez autour de vous des gens qui ont une conversation sur les peuples autochtones, peut-être aussi de dire votre point de vue pour justement montrer que les préjugés puis ne reflètent pas nécessairement la réalité. Vous pouvez participer aux actions et aux luttes locales, que ce soit du mouvement ou pas nécessairement I Don't Know More, mais les actions et luttes locales, I Don't Know More des peuples autochtones en général. Pour ce qui est de I Don't Know More, vous pouvez suivre les actions en suivant sur Facebook la page I Don't Know More Québec ou en vous inscrivant sur notre liste de diffusion. Vous pouvez interpeller les députés, les élus directement, leur dire que vous êtes outrés, que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se fait actuellement avec que ce soit les projets de loi qui affectent les peuples autochtones ou la population en général, mais aussi l'attitude colonialiste et paternaliste du gouvernement envers les peuples autochtones. Vous pouvez aider à co-organiser des activités dans votre milieu, que ce soit à l'université, si vous êtes dans une université, dans votre organisme, même si c'est juste les employés de votre organisme, co-organiser une activité de sensibilisation dans votre communauté ou votre milieu de travail. En ce moment, à Femmes autochtones du Québec, il y a une pétition. Vous pouvez y accéder sur le site web de Femmes autochtones du Québec. C'est une pétition, en fait, qui demande à ce qu'on réforme le curriculum scolaire dans les écoles primaires et secondaires en ce moment, qui n'inclut pas l'histoire des peuples autochtones d'un point de vue autochtone, puis aussi l'histoire, justement, des pensionnats indiens dont je parlais plus tôt. La plupart du temps, je parle aux non-autochtones, ils n'ont aucune idée de l'histoire des peuples autochtones. Donc, allez signer la pétition. Vous avez jusqu'au 10 mai pour la signer. Puis aussi, pour avoir une bonne idée des enjeux des peuples autochtones, parce que les médias traditionnels ne parlent pas nécessairement des enjeux des peuples autochtones. Donc, si vous voulez aussi avoir un point de vue autochtone ou savoir ce qui se passe spécifiquement dans les communautés autochtones au Canada, vous pouvez suivre, vous informer auprès des médias autochtones, par exemple à la télévision. Il y a APTN, donc le réseau de télévision des peuples autochtones. Absolument, ceux qui ont le câble ont tous accès à ce poste-là, donc le câble de base. Puis vous pouvez écouter notamment le bulletin de nouvelles chaque jour, chaque soir. Il y a la griffe du Carcajou. J'ai vu qu'il y a une petite erreur dans le PowerPoint. Donc, la griffe du Carcajou aussi, un magazine qui est à Wendake qui parle aussi beaucoup des enjeux autochtones, l'actualité autochtone, puis aussi des éditoriaux écrits par des autochtones. Donc, ça demande vraiment le point de vue autochtone aussi. Puis, c'est ça, avec les sites web d'organismes autochtones aussi, par exemple, Femmes autochtones du Québec, vous pouvez aller voir les communiqués de presse qui sont écrits, les actions qui se font en ce moment. Donc, avoir d'autres sources d'informations autres que les médias traditionnels pour vous informer. Puis, rapidement, des petites invitations, mais c'est plus pour Montréal. 24 au 27 avril, à l'hôtel Reine-Élisabeth, il y a la commission Vérité et Réconciliation qui a lieu en ce moment. C'est ouvert à tous. C'est gratuit. Donc, si vous êtes à Montréal, vous pouvez profiter pour aller faire un tour. Il y a plusieurs ateliers intéressants. 3 mai 2013, à l'UQAM, il va y avoir un événement qui s'appelle « De la crise d'Oka à I Don't Know More ». Donc, parler justement des luttes autochtones, comment ça s'est déroulé durant la crise d'Oka, puis aujourd'hui avec I Don't Know More. Puis le 21 juin, il va y avoir les célébrations de la Journée nationale des Autochtones, pas juste à Montréal, mais aussi à travers le Canada. Puis, je vous laisse aussi mes coordonnées, soit personnelles à Femmes autochtones du Québec ou à travers I Don't Know More Québec, si jamais vous avez des questions, des propositions d'activités, des commentaires sur le mouvement. Bref, si vous voulez me contacter, vous avez toutes les coordonnées ici. Puis sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis il va y avoir maintenant, je pense,
une période de questions, puis ça va me faire plaisir de vous y répondre. Merci beaucoup, Wydia. Tu as vraiment fait le tour de beaucoup de choses. Alors, j'invite les participants n'hésitez pas de poser vos questions utilisant le panneau questions-réponses. Alors, entre-temps qu'on attend les questions, on a eu une toute petite question il y a au début de la présentation, quelqu'un qui voulait savoir si tout le monde pourrait avoir accès aux sources des statistiques que tu as présentées. Je pense que la réponse sera oui. Peut-être on les ferait disponibles quand on envoie le lien vers l'enregistrement. Mais une autre fois, j'invite tout le monde, ou les personnes intéressées, à poser leurs questions dans disant le panneau questions-réponses. Et peut-être entre-temps, je vais poser quelques questions à Wydia. J'ai vraiment fait un beau tour de plusieurs choses. Une chose qui me frappe, c'est vraiment tu viens de mentionner un événement qui aura lieu à Montréal qui va un peu parler de l'histoire de la crise Oka et jusqu'à I Don't Know More. Il me semble que dans le passé, dans l'histoire du Canada, il y avait des autres moments où c'était, si on veut, une opportunité d'apprendre sur les luttes de peuples autochtones, d'apprendre les enjeux, peut-être aussi les enjeux communs, mais peut-être cette opportunité-là n'était pas tellement c'était pas utilisé dans cette façon-là. C'était présenté plutôt comme une confrontation. Si on parle de la crise d'Oka, c'était présenté plutôt comme une confrontation. Mais ce qui me frappe à propos du mouvement I Don't Know More, c'est que c'est pas la même, il n'y a pas le même ton. C'est pas nécessairement c'est ma perception et c'est pour ça que je voulais te poser la question. Selon toi, c'est quoi la raison pour laquelle jusqu'à date, il semble qu'il y a eu tellement de succès au niveau du rapprochement entre les peuples autochtones et non autochtones? Est-ce que c'est à cause du fait que c'était présenté peut-être dans une façon différente que d'autres moments dans l'histoire? Oui, je pense que la raison pour laquelle le rapprochement était je parle pas pour tout le monde parce qu'il y a encore beaucoup de cas de racisme, de préjugés. On a dû faire face encore à beaucoup de gens, c'est ça, qui sont racistes envers les peuples autochtones, mais il y a quand même eu un rapprochement important qui s'est fait entre les autochtones et les non-autochtones à travers le mouvement I Don't Know More, parce que ça touche des enjeux, en fait, qui touchent tout le monde. Par exemple, quand je parlais des impacts sur l'environnement ou l'accès à l'eau, c'est pas nécessairement un enjeu exclusivement autochtone, c'est un enjeu qui touche tout le monde. Donc, environnement, droits des femmes, droits humains, droits fondamentaux, c'est vraiment accès, en fait, démocratie au sein même du Canada. Donc, c'est vraiment des enjeux qui touchent autant les peuples autochtones que le reste de la population canadienne. Donc, je pense que c'est un bon moyen vraiment d'essayer de converger nos luttes finalement, tout en essayant en apprenant à se connaître à travers le processus. Donc c'est pas c'est pas une confrontation I don't know more envers les non-autochtones, c'est vraiment une invitation à se parler puis à se comprendre davantage. Puis je pense que le fait que ce soit des enjeux communs, ça a favorisé justement au rapprochement entre autochtones et non-autochtones. C'est sûr que il y a encore beaucoup de gens qui ont des préjugés, mais justement, on travaille pour peu à peu changer ça, puis ça ne changera pas du jour au lendemain, mais tant mieux si on peut aider à faire comprendre la situation aujourd'hui à travers le mouvement. Merci pour ça. Et maintenant, les questions commencent à arriver. Et puis, il y a Viviane Dorinado qui aimerait savoir, maintenant que la loi C-45 est passée, y a-t-il des actions de sensibilisation sur les impacts? Oui, en fait, dans les types d'activités qu'on organise dans le mouvement, on organise des activités qui s'appellent des teach-in. Donc, des teach-in, ça vient vraiment de l'expression sit-in, mais sauf qu'on dit teach-in. Donc, c'est vraiment une session d'information puis d'échange sur les enjeux autochtones puis les enjeux du mouvement I Don't Know More. Puis, oui, on a déjà eu des teach-in sur les impacts
que va avoir C45 sur les peuples autochtones, mais aussi sur la population en général. Puis, justement, on a eu un teach-in avec Greenpeace à la mi-avril qui expliquait aussi plus les impacts, plus particulièrement au niveau environnemental. Mais en gros, là, les impacts, c'est vraiment beaucoup sur l'environnement que ça va avoir des impacts, mais aussi les modifications sur la loi sur les Indiens, la protection de l'eau et des rivières. Donc, les impacts sont multiples. Puis, j'ai en fait un document, pour ceux qui s'intéressent vraiment là, à l'analyse des projets de loi, j'ai un document justement qui présente ces projets de loi-là, puis ces lois-là, puis les impacts que ça a sur les communautés autochtones. Donc, si vous êtes intéressé à voir ce document-là, écrivez-moi à une des adresses courriels que je vous ai données, puis ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Ce serait très intéressant d'avoir ce document-là parce que il y a tellement de lois avec tellement d'impact de pouvoir d'avoir l'opportunité de les étudier, de vraiment bien comprendre. Ça serait vraiment, je pense, très apprécié. Et puis, aussi lié à la question des lois, il y a DMC qui demande que pensez-vous du geste du gouvernement du Québec de faire un mois pour les Autochtones? Un mois, OK, comme un mois, un mois, un peu comme l'histoire des Noirs, OK. Ben oui, c'est sûr que ce genre d'initiative-là suit tout type d'initiative qui peut aider à faire connaître l'histoire des peuples autochtones. Je pense que c'est même une obligation même que ce soit inclus dans l'histoire. Donc, ce genre d'initiative-là va être toujours la bienvenue. Justement, nous, on se bat plus pour l'inclusion de l'histoire des peuples autochtones du point de vue des Autochtones dans les livres d'histoire. Puis si, en plus, il y a un mois sur l'histoire des Autochtones dans lequel on pourrait organiser des activités de sensibilisation, ce serait vraiment aussi un bon moyen d'essayer de rejoindre les gens. Peut-être que ça permettrait aussi dans les écoles d'organiser des activités dans le cadre de ce mois-là. Je pense justement, quand je parlais du Chapoutoine tantôt qui avait lieu à l'Université de Montréal, puis c'était aussi une initiative qui avait lieu dans les écoles secondaires avant. Donc, les classes allaient dans le Chapoutoine, assistaient à des activités culturelles des peuples autochtones. Donc, ça montrait aussi l'aspect culturel positif des peuples autochtones, parce que souvent on entend un discours misérabiliste sur les peuples autochtones, mais ça donnait donc une image très positive aussi de la culture autochtone, de montrer à quel point c'est riche. Donc oui, ce genre d'initiative-là, il devrait en avoir beaucoup plus. C'est urgent. Là, je veux dire, ça fait 500 ans qu'on habite ensemble, qu'on cohabite ensemble, puis on se connaît toujours pas. Donc, je pense que c'est vraiment urgent qu'on établisse ce genre d'initiative-là. Et puis, pour retenir les questions, merci beaucoup, Wydia. Il y a aussi une question de Noémie. Elle voudrait savoir quelles sont les commonalités et les différences principales entre les luttes des femmes en général et les luttes des femmes autochtones. OK. Ben c'est ça qu'il y a des luttes spécifiques aux femmes autochtones. J'avais pas le temps d'en parler aujourd'hui, là, mais par exemple, la lutte contre la loi sur les Indiens, il y avait beaucoup d'articles discriminatoires envers les femmes dans la loi sur les Indiens, notamment ce qui est de la transmission du statut. Donc, par exemple, avant 1985, une femme autochtone qui mariait un non-autochtone perdait son statut, puis son droit d'habiter dans la communauté avec ses enfants, tandis que, à l'inverse, un homme autochtone qui mariait une femme non autochtone gardait son statut. Non seulement il gardait son statut, mais il le transmettait aussi à sa femme non autochtone. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'aspects discriminatoires de cette loi-là envers les femmes autochtones. Donc, il y a vraiment des luttes qui sont, je pense, spécifiques aux femmes autochtones par rapport à ces lois-là. Puis, comme j'expliquais aussi, plutôt être femme et autochtone, c'est souvent être doublement discriminé, doublement marginalisé dans les statistiques. Donc, il y a vraiment une lutte spécifique des femmes autochtones. Puis, je pense que la différence aussi avec les femmes autochtones, c'est on se bat, on lutte contre le système
aussi, c'est pas seulement une lutte seulement contre le patriarcat, mais c'est aussi une lutte contre le système actuel implanté par le gouvernement là, qui donne pas la voix aux femmes autochtones. C'est un système dans lequel les préoccupations des femmes autochtones sont ignorées. Puis aussi, les femmes autochtones ont une vision plus holistique, je pense, par exemple, du féminisme. Ils vont, souvent, quand ils vont se battre pour leurs droits ou des luttes qui les concernent, ça va être aussi avec une perspective qui pense aussi au reste de la communauté, donc la communauté en général, les enfants de la communauté, leurs enfants, les générations futures à venir. Donc, il y a aussi un aspect, je pense, vision holistique qui est particulier aux femmes autochtones. Et puis, une question liée à ça, est encore plus spécifique. Est-ce que Viviane voudrait savoir, est-ce qu'Idle No More travaille sur toutes les disparitions des femmes autochtones ou ça se traite ailleurs? Ben, c'est sûr qu'on s'associe aux luttes concernant les femmes autochtones disparues et assassinées. Justement, le 14 février dernier, Idle No More s'est joint à la marche, la vigile pour les femmes autochtones disparues et assassinées. Donc, c'est sûr que c'est une cause aussi qui vient nous toucher. Mais si, pour ce qui est vraiment plus statistique, le lobby qui se fait par rapport au gouvernement, c'est surtout l'Association des femmes autochtones du Canada, puis les femmes autochtones du Québec aussi, qui vont avoir beaucoup d'informations à ce sujet-là. Fait que si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, oui, informez-vous aussi auprès de femmes autochtones du Québec, puis femmes autochtones du Canada. Et il me semble que c'est ça, le mouvement touche tellement d'enjeux. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle les questions vont dans plusieurs directions, parce que il y a tellement d'enjeux, il semble qu'il faut agir vraiment dans tous les domaines. Une autre chose qui semble être particulière du mouvement, c'est que ça touche des enjeux politiques, sociaux, culturels, et puis les actions sont vraiment autour de tous ces enjeux-là. Alors, peut-être il y a, est-ce que je me trompe, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose pour tout le monde, ça dépendamment des intérêts particuliers, il y a une façon de s'impliquer? Oui, mais c'est sûr que c'est le premier, au premier degré, la revendication, on va surtout entendre parler de C45 et C38, mais c'est sûr qu'en profondeur, puis à long terme, ça touche, c'est beaucoup plus large. Ça touche vraiment les enjeux qui touchent les peuples autochtones en général. Puis le type de relation aussi qu'on a en ce moment avec le gouvernement. Donc, c'est pas spécifiquement C45, C38 et les projets de loi. C'est sûr que c'est beaucoup plus large. Puis c'est pour ça qu'on va aussi entendre beaucoup d'autres enjeux aussi oui. à travers le mouvement. Et comme par exemple, il y a DMC qui aimerait savoir est-ce que la préservation des langues autochtones fait partie du mouvement Idle No More? Oui, c'est sûr. En fait, je pense que, en fait, ça, c'est vraiment une expérience personnelle puis dont je vais parler, mais Idle No More, pour moi aussi, c'est un cheminement personnel. Donc, pour plusieurs personnes que je connais aussi qui s'impliquent dans le mouvement. Donc, oui, c'est une lutte politique, mais aussi c'est un cheminement vers la décolonisation. Puis le moyen aussi de se décoloniser, c'est de se réapproprier, de se rapprocher de notre culture autochtone, nos langues autochtones, donc de se les réapproprier, puis finalement, après les impacts de la colonisation. Donc oui, préserver les langues autochtones, préserver les cultures autochtones, c'est ça que ça fait partie du processus de Idle No More. Est-ce que tu pourras parler un peu plus à propos de ton cheminement et ton rôle dans le mouvement? Oui, c'est ça. Ben, justement, Idle No More, premièrement, ça me remis en question aussi sur même ma consommation personnelle de matériel, de matérialisme.
les impacts de la colonisation sur ma vie, par exemple. Je pense pas algonquin parce que, par exemple, mes grands-parents sont allés dans les écoles, dans les pensionnats. Donc, d'essayer c'est ça, de me réapprocher de ma culture, puis aussi de remettre en question mon mode de consommation aussi. Donc, une personnelle à travers ça. Puis, je pense notamment aussi à la marche des jeunes, la marche de Michiou, donc des jeunes cris qui ont initié une marche à partir d'une communauté dans le nord du Québec qui ont marché 1600 km jusqu'à Ottawa. Puis c'est sûr qu'à travers la marche, ils voulaient faire passer une lutte, non, c'est ça, faire passer un message pour dénoncer l'attitude de Harper, mais aussi à travers cette marche-là, il y avait un cheminement personnel, un retour aux sources. Les jeunes soins disaient, à travers cette marche-là, j'apprends à voir comment que mes ancêtres vivaient. Donc, c'est ça, il y a tout l'aspect aussi, cheminement personnel, se décoloniser, se rapprocher de nos langues puis nos cultures. Donc, c'est un aspect vraiment important du mouvement aussi. Oui. Bien, merci. Et puis, pour la question des langues, DMC retourne avec, voudrait aussi savoir comment on se réapproprie nos langues. Oui, on pourrait en parler pendant très longtemps, mais c'est parce qu'il y a différents niveaux aussi. Il y a des langues qui sont encore vivantes, il y a des langues qui sont plus en voie de disparition, qui sont puis il y en a d'autres qui sont comme complètement disparues. Donc c'est sûr que ça dépend aussi c'est quoi la situation de notre langue, est-ce qu'on parle notre langue ou non. C'est sûr que si on parle déjà notre langue, c'est déjà un avantage. Puis qu'il faut pas oublier la richesse de cette langue-là, puis de parler, par exemple, à nos enfants dans notre langue autochtone, puis de changer aussi, par exemple, en ce moment, c'est ça, changer, par exemple, les livres scolaires dans notre système d'éducation, etc. Puis c'est sûr que pour ce qui est des langues qui sont en voie de disparition puis disparues, je sais que dans plusieurs communautés aussi, ils donnent des cours de langue. Je sais qu'à Kenwagé, il y a le centre culturel offre des cours de Mohawk, justement. Puis c'est pas nécessairement tout le monde qui parle Mohawk, donc ils ont la chance de réapprendre le Mohawk au centre culturel. Donc je pense que les initiatives peuvent être ça peut être autant dans sa vie personnelle, donc de l'utiliser dans sa vie personnelle, mais aussi c'est d'établir des initiatives qui permettent de préserver puis cette langue-là ou de pouvoir l'apprendre. Puis aussi l'aspect politique là, de faire des pressions pour qu'on puisse être autonome dans notre curriculum scolaire, pouvoir inclure des cours en langue autochtone ou des cours de langue autochtone dans le curriculum scolaire. Donc, je pense qu'il y a diverses manières là, de changer les choses. Merci, Lydia. Et puis, j'aimerais te remercier de partager ton histoire. Comme j'ai dit au début, c'est présenté, le webinaire est présenté dans le contexte de provoquer des étincelles, l'idée de renforcer le pouvoir d'agir et la mission de défi d'action. Et je pense que ce que tu as fait, c'est vraiment un exemple de comment le faire. Et je pense que le mouvement même donne beaucoup d'espoir pour beaucoup de raisons à beaucoup de monde. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup de monde sont intéressés au sujet. Et puis, ce serait bien de peut-être faire une suite parce qu'il y a tellement de sujets, on pourrait toucher tellement de sujets, mais déjà, le temps a dépassé, c'est 1 heure et c'est le temps de clore, mettre à la fin le webinaire. Alors, je voulais te dire merci une autre fois et puis inviter à tous les participants si vous voulez avoir plus d'informations sur la Fondation, de visiter notre site web qui est affiché présentement sur l'écran. Et il y a des autres webinaires à l'avenir.
pouvez aussi devenir fan sur Facebook ou suivez-nous sur Twitter. Et bien sûr, comme j'ai dit aussi au début, on va partager le lien vers l'enregistrement de ce webinaire avec tous les participants, avec toutes les personnes qui sont inscrites au webinaire sous peu. Et on va aussi éventuellement aussi le mettre sur YouTube pour le partager encore plus loin. Alors, je te remercie une autre fois, Wydia, et je te donne le dernier mot. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose pour conclure. Oui. En fait, merci à tout le monde d'avoir participé au webinaire. C'est sûr que c'était très rapide, puis donc on a parlé de beaucoup de sujets en peu de temps. Donc, si jamais vous avez d'autres des questions, n'hésitez pas à me contacter à travers les coordonnées que je vous ai données. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde.